Notion philosophique, l'amour est un sujet de fascination, d'interrogation, et ce depuis de nombreux siècles. Palpitation, force du moment présent, idéalisation de l'autre, ou encore projet commun, sont caractéristiques de ce que nous entendons par amour aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on s'interroge 5 minutes là entre toi et moi, à quoi ressemblait l'amour dans le passé? Ressemblait-il à ce que nous connaissons aujourd'hui? S'exprimait-il de la même manière, que ce soit à la préhistoire ou encore à l'Antiquité? Eh bien, si tu veux qu'on approfondisse cette question ensemble, reste avec moi. L'amour, c'est un sentiment qui nous transporte et qui a un rôle essentiel dans notre civilisation. Mais passons donc l'aspect chimique et psychologique, je laisse ça aux collègues, et intéressons-nous plutôt à l'aspect historique, anthropologique du terme à travers le temps. Faisons donc un petit détour à la préhistoire. Eh bien, le préhistorien Jean Courtin pense que l'amour, au sens sentiment profond qui permet de choisir son partenaire et d'évaluer les qualités de l'autre, est apparu avec Homo sapiens et le développement de son cerveau. Bon, de ce fait, Homo habilis, Homo erectus et antérieur n'auraient pas connu ce sentiment, ou alors du moins de façon seulement instinctive. Mais alors pourquoi Jean Courtin pense-t-il que Homo sapiens avait développé ce sentiment amoureux? On peut constater que les anciens hominidés n'enterraient pas leurs morts. Et pour Jean Courtin, ça c'est important. Car, tu vas voir, la mort serait intimement liée à l'amour. On peut en effet retrouver dans les grottes de Grimaldi, datant depuis 30 000 ans, des squelettes d'enfants recouverts de coquilles sûrement décoratives. Et donc, ceci pourrait traduire un certain attachement aux individus. Attachement qui se poursuit donc jusque dans la mort. Chérir et se soucier des morts témoignent donc d'un développement des sentiments, ainsi que d'émotions fortes ou encore du manque. Ceci peut donc être défini comme une forme d'amour. Peut-être pas encore aussi élaboré que ce que nous pouvons ressentir pour l'autre, mais selon ce scientifique, ça serait l'émergence en tout cas de ce phénomène. Bon, avançons-nous encore quelques millénaires après et attardons-nous sur l'Égypte ancienne. On retrouve à cette époque de nombreuses traces écrites du sentiment amoureux. Un papyrus retrouvé, appelé Papyrus 1 Chester Beatty, et daté d'environ moins 1200, donc à l'époque du Nouvel Empire, témoigne des émotions qu'un homme pouvait ressentir pour sa femme. Alors je précise, avant que tu te fasses des idées, le mot sœur est plutôt à comprendre comme un abus de langage plutôt que comme sœur biologique. Bon, même si les rois étaient un peu consanguins. Alors dans ce papyrus, nous pouvons donc y lire « Ma sœur est unique. C'est la plus belle femme du monde. Elle est comme Cyrus. » C'est une comparaison avec une étoile. Étoile d'ailleurs très importante pour les Égyptiens. Et puis on peut aussi retrouver « Le regard de ses yeux est magnifique. » Enfin bon, tu l'auras compris, notre ami est carrément fou amoureux de sa femme et il l'idéalise complètement. Ouais, en vrai c'est un ressenti assez comparable à ce que nous pouvons avoir aujourd'hui. On peut aussi souligner un couple royal égyptien important pour leur relation amoureuse. Eh bien, c'est le couple Toutankhamon Enkhé-Sénamon. Car même si des représentations de couples sont récurrentes dans les couples royaux, on a plusieurs fresques où la reine offre des cadeaux à son mari et se tient même debout. En tout cas, cela souligne une certaine sincérité des sentiments pour l'égyptologue Zahi Hawass. Ok, bon, les Égyptiens commencent à exprimer des choses que nous pouvons comprendre assez facilement aujourd'hui. Et alors, du côté des Grecs, c'est comment? Pour les Grecs, l'amour est souvent représenté dans la mythologie. Nous avons Aphrodite, Eros ou encore les nombreuses idylles de Zeus. Mais l'amour est aussi un thème philosophique. Et en effet, 4 mots permettaient de qualifier l'amour. Nous avons premièrement Eros, qui signifie l'amour physique. Puis Philia, l'amitié et la réciprocité. Ensuite Agapé, l'amour que l'on porte à son prochain. Et enfin Storgé, l'amour familial et la tendresse. L'amour chez les Grecs peut donc s'apparenter à une émotion ainsi qu'une action. D'ailleurs, à cette époque, le but du mariage n'était pas forcément de s'aimer, mais celui-ci pouvait en découler. Mais cependant, certaines stèles funéraires montrent des couples main dans la main, s'unissant donc même dans la mort. L'idée d'union monogame assez forte entre l'un et l'autre est donc facilement identifiable. Bon, même si les relations homosexuelles avec d'autres partenaires étaient très prisées à cette époque. Mais j'aimerais que l'on s'attarde un petit peu sur une poétesse célèbre à cette époque, du nom de Sappho, ou Sappho, bon je sais pas, j'ai pas fait grec. Elle écrit des poèmes dans lesquels elle raconte la douleur qu'elle a subie de perdre sa femme. Nous pouvons donc lire dans le fragment 94 « La voilà donc partie à jamais, et sans mentir je voudrais mourir. Pars joyeuse et souviens-toi de moi. » Ouais. Ces mots peuvent donc nous évoquer des choses assez classiques que nous pouvons ressortir quand on subit une rupture. Ils étaient comme nous ces Grecs finalement. Bon, peut-être un peu plus misogynes. Bref, maintenant avançons de plusieurs siècles. Je vais sauter volontairement le Moyen-Âge parce que sinon ça serait trop long et puis c'est une époque qui m'emmerde un peu. Et attardons-nous directement sur l'époque moderne. Alors, l'époque moderne, c'est une époque célèbre où il y a eu une explosion de l'art autour de l'amour et de ses connotations. De grandes œuvres représentent souvent des couples ainsi que des anges qui s'aiment et autres. Mais à cette époque où donc l'amour est en vogue, on peut constater que cela dérange un petit peu l'Église. Et cette dernière, veut maintenir son rôle sur cette notion. Eh bien c'est parce que l'idée d'aimer son mari ou sa femme plus que Dieu peut être une préoccupation. Et donc d'ailleurs, certains clercs du courant janséniste ont rapporté des histoires de femmes qui se confessaient et avouaient aimer leur mari plus que Dieu.
Ouais, ok, bon, les sentiments sont forts quand même. Le poète Antoine Furtière, un poète du XVIIe siècle, décrit l'amour comme une passion de l'âme, qui nous fait avoir de l'affection pour quelqu'un ou quelque chose. Et pour lui, l'amour conjugal est cité comme l'un des plus violents, car il peut amener à la sexualité. Bon, il a toujours un peu cette ambiance religieuse qui bride les relations amoureuses et ce qui en découle. On peut donc constater que durant cette époque, la romantisation des mœurs et des coutumes amène certaines critiques et oppositions. Mais pour moi, ceci est intéressant car cela témoigne de la force des sentiments et de la passion qui en découle. L'amour conjugal est donc presque en train de transcender le divin. Bon, et puis je pourrais même te citer quelques lettres de poilus, pendant la guerre de 14, qui témoignent de la force des sentiments ainsi que de la plume des poilus. L'amour est palpable et la douleur traverse les cris. Prends soin de toi et de notre fille, vous êtes toutes les deux dans mon cœur, je pense à vous tous les jours. Mon cœur, je pense bientôt rentrer à vos côtés pour que nous puissions vivre heureux. Je t'aime, ma bien-aimée Laurence. Dans une épreuve aussi tragique, les premières pensées vont donc souvent à sa partenaire. Ceci témoigne donc de l'importance des relations humaines, des relations amoureuses à cette époque. C'est une société où on ne se marie plus forcément pour plaire à Dieu, mais plutôt pour faire vivre la sincérité de ses sentiments. Bon, en lisant les émotions de ce soldat qui écrit à sa femme en 1917, on peut constater que nous ne sommes pas face à une pudeur amoureuse, et face à un Homo erectus qui n'enterre même pas ses morts. Ok, bon. Intéressant, tu vois, finalement, de retracer les traces de l'amour et le ressenti des individus à travers le temps. Et quel parallèle pouvons-nous faire avec notre société actuelle? Eh bien, aujourd'hui, on croit que l'amour se perd, surtout chez les jeunes, et qu'il devient un fast-food. Le sociologue Christophe Giraud s'est alors penché sur la question des relations entre les jeunes et l'amour. Il constate que chez les 18-25, l'amour est parfois perçu comme une liberté, une expérience qui peut se répéter. Il compare cela à la vision amoureuse du 19e siècle, qui met davantage l'accès sur l'exclusivité et l'aboutissement d'une exploration sentimentale ou sexuelle. Mais que cela peut aussi être une démarche qui vise à s'assurer d'un amour authentique. L'amour ne vient donc plus tout seul et il faut du travail pour l'obtenir. Aujourd'hui, on utiliserait moins de phrases grandiloquentes, souligne le sociologue. Les actes compteraient plus pour démontrer ses sentiments. Et puis, nous n'avons plus besoin d'envoyer de lettres. Aujourd'hui, nous vivons dans l'instantanéité, grâce donc aux réseaux sociaux, qui permettent donc de rendre l'amour plus volatile, ou pas. Sapiens a donc développé cette particularité que nous appelons l'amour, qui lui permet de s'attacher à certains individus et de ressentir des choses puissantes. Ressentir l'amour et l'exprimer, comme nous pouvons l'entendre, au sens amour moderne, est donc trouvable dans certaines sources antiques, qui nous rappellent donc la puissance et l'universalisme de ce sentiment, malgré les millénaires. Le montrer a peut-être cependant changé. Vu comme quelque chose d'unique et authentique auparavant, il est peut-être plus perçu comme quelque chose de reproductible et passager aujourd'hui. Le débat reste ouvert, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Merci à toi d'avoir visionné cette petite vidéo, j'espère que le thème t'aura intéressé, aura développé quelques réflexions dans ta tête. Ce fut pour moi intéressant de changer un petit peu d'horizon, et on essaie de se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Alors, dans ces cas-là, je n'ai qu'à vous dire, ciao à tous.